Camille, si vous voulez vous installer, les gens ont beaucoup apprécié le film, semble-t-il. Voilà, donc je vous passe le micro, je vais passer la parole à Catherine. Pourquoi on sait mais on n'agit pas? Est-ce que c'est une flemme de l'engagement? Est-ce que c'est un privilège de pouvoir détourner le regard? Où se situe l'apathie? Qu'est-ce qui explique notre impuissance, ce sentiment d'impuissance aussi? C'est pour ça qu'on est parti faire un long voyage en allant à l'origine de quelque chose dont on était à peu près certain, c'est-à-dire les glaciers fondent, donc ça c'est à découvert. Est-ce que ce qu'on sait là, maintenant, si on revient à ça, pourquoi est-ce que c'est pas suffisant pour nous bouleverser, nous mettre en mouvement, et puis après on a tiré d'autres fils? Comment réussissez-vous à conserver ce message plein d'espoir, d'optimisme, un message pour et non pas contre? Quand on dit cette chose de ne pas culpabiliser, je crois qu'on se trompe d'endroit parce que culpabiliser les bonnes personnes, c'est là par contre on joue. On est capable de mettre vraiment des coupables face à leurs responsabilités. Et ensuite seulement il peut y avoir justice, réparation, mémoire. Je crois que c'est ce qu'il s'agit de faire aussi. Donc j'essaye en même temps d'être dans cette logique de donner un élan et de se dire qu'on se bat pour préserver quelque chose. Ce n'est pas seulement une fuite, mais c'est aussi un élan vers. Et en même temps, il est urgent pour que cet élan soit sain et qu'il ne se trompe pas de direction et de route, de nommer celles et ceux qui nous ont amenés aujourd'hui dans ces abysses, je crois. On vous voit beaucoup dans les médias, etc. Mais je ne sais pas si dans votre action, vous avez l'occasion d'aller dans les comex, prêcher un peu la parole, essayer de faire cette fameuse bascule auprès de gens qui ont les moyens de faire bouger des choses. Je fais soit à la demande, dans plusieurs manières, soit à la demande des employés, ça c'est assez puissant. Je le fais parfois en lobbying direct et discret contre justement des grands CEO de grandes boîtes. Et puis il y a certains avec lesquels on va avoir... En fait, ça ne nous empêche pas aussi d'être dans la désobéissance, par exemple... Sur le crédit agricole, on a passé 2 heures avec le président et en même temps en débat profond parce que je voulais l'amener à voter contre le plan climat Total Énergie dont il était le principal actionnaire parce qu'il préside aussi le fonds Amundi. Donc d'abord on l'a rencontré, on lui a donné toutes nos demandes, etc. Et puis s'il ne le fait pas, ce qui était en train d'être arrivé, on est allé aussi en désobéissance civile devant leur assemblée générale à eux, continuer à faire entendre un rapport de force. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux jeunes qui rejoignent tes troupes de passer par le combat politique, ou est-ce que tu penses que l'engagement politique aujourd'hui il est vain et qu'il faut s'engager plutôt par le biais associatif ou par le biais de collectifs pour répondre à cette urgence? Heureusement qu'on a des Allumettes du Four, qu'on a des militants qui ont eu ce courage d'aller dans les arènes politiques, dans l'agora, c'est prendre des coups aussi. C'est un endroit nécessaire, mais exigeant et non suffisant. Donc si l'envie pour vous est d'aller dans ces endroits, faites-le, je vous en conjure. En revanche, ma puissance aujourd'hui, je crois qu'elle n'est pas là. On questionne peu la responsabilité des écoles, justement. On questionne peu le fait qu'on nous apprend une certaine représentation d'un monde qui est hérité des anciens, des alumni, des chercheurs qui sont en place depuis longtemps. Et en fait, c'est cette représentation du monde aussi qui nous a amenés à la catastrophe dans laquelle on est actuellement. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de la responsabilité des représentations et d'où elles viennent, qui en sont à l'origine? Il y a la question de l'obéissance, qui est fondamentale à l'école. C'est le lieu de l'apprentissage de l'obéissance. Là où ça devrait, à mon sens, modeste, mais être le lieu de l'apprentissage de la pensée critique. Et donc, précisément, de la désobéissance, mais dans ce qu'elle peut avoir de très beau. L'école est aujourd'hui le lieu où l'on apprend à seulement apprendre et à penser seulement plus tard, quand on la quitte. Mais il y a des moments où ça nous semble insupportable quand on a un intervenant complètement à côté de la plaque, et je crois qu'il faut être capable de se lever aussi dans ces salles de classe. On a un pouvoir en tant qu'étudiant qui est immense. Je voudrais on arrive à embringuer les gens plus vieux que la majorité de cette salle, et que ces gens-là ne se contentent pas de dire à leurs petits-enfants, enfants, neveux, « Oh mais tu sais, je m'en occupe parce que maintenant j'ai 2 poubelles au lieu d'1. » Et donc ma question est maintenant une question plus anecdotique. Je me suis demandé pendant ce film
pourquoi vous nous aviez permis de voir 3 ou 4 épisodes de danse. J'ai pas bien vu le rapport, mais c'est peut-être parce que je suis trop vieille. La question de génération, c'est une grande partie de ma réflexion, parce que ça m'énerve beaucoup qu'on nous assigne à ce débat que je trouve assez stérile sur la question de est-ce que c'était l'apanage d'une génération. Je crois qu'en rien, parce que les premiers écolos que j'ai pu connaître sont mes grands-parents, mes parents, et qu'on prend seulement un chantier qui a été entamé depuis des années et on passe un chantier qu'on essaye moins en bazar, finalement, à ceux d'après. Donc, je crois beaucoup dans le fait que le lien générationnel est une arme très puissante dans ce combat. Et qu'en plus de ça, sociologiquement, c'est assez faux quand médiatiquement c'est dépeint comme une lutte de génération, parce que quand on voit dans les marches climat parisiennes peut-être, mais que comme vous le disiez, il y a beaucoup de bénévoles dans les associations qui sont des retraités, c'est les 3/4 des bénévoles dans les associations sont des retraités. Ensuite, pourquoi la danse? Écoutez, c'est une très bonne question. On vit tellement dans une période accélérée où on prend le temps de rien, qu'on s'est dit si les gens sortent de la salle, ils n'ont pas forcément le temps de directement digérer ce qui s'est passé, peut-être que ça tombera aux oubliettes. Si on leur impose pendant le film le moment de digérer, alors on prend une plus grande chance de s'assurer que le message est allé en profondeur dans leur chair. Voilà pourquoi on a fait ce choix. On sort effectivement 2 mois d'une crise sociale dure, mais pacifique, qui a été suivie par une explosion de colère violente. Et toutes deux se terminent par un échec apparent. Et on sent un peu le couvercle qui est en train de se refermer sur la société en ce moment, avec une espèce de petite boutique des horreurs répressives qui nous est annoncée. Même la question, c'est quel regard vous portez là-dessus et quel bilan vous tirez de cette période? Je ne suis pas sûre que ça n'a été qu'échec, parce qu'on a vu le fait d'avoir plein de jeunes qui soient capables d'aller dans la rue pour défendre des retraites, ça me donne assez d'espoir. Et puis des jeunes qui se mettent à scander CGT sur TikTok, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant, mais qui... Non mais vraiment, il y a eu je sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos qui ont buzzé avec une musique qui a été faite qui disait on est la CGT sur TikTok, avec des gens de, je sais pas, 13 ans qui faisaient des chorés sur on est la CGT. Et je trouvais ça génial, parce que ça rassure aussi sur le fait que l'engagement tel qu'on peut le penser, même comme étant le plus, pour le coup, vraiment le syndicalisme, comme étant pas mort, comme ayant aussi un avenir, et comme... Donc il y a ces brèches comme ça, que j'ai trouvées très belles, qui m'ont quelque part rassurée, vraiment. Quand on dérange un ordre établi, il y a souvent ces fameuses phases de d'abord indifférence, puis ensuite moquerie, humour, c'est-à-dire c'est toute la période qu'on a pu avoir sur les Amish, le retour à la bougie, on a tout fait, c'était super. Et puis maintenant, il y a aussi le moment où on arrive dans la période où on fait peur, on fait trembler. C'était fascinant de voir à quel point des idées qui restaient déjà juste des idées, pouvaient faire trembler autant des classes politiques, pouvaient faire peur autant à un ordre établi, si bien qu'il utilise tout l'appareil de dépression qui est en sa possession pour le réprimer, pour le faire taire, pour l'empêcher, pour empêcher le soulèvement. Donc je dirais que ça a le mérite de rendre claires les intentions de nos adversaires. Comment est-ce qu'on fait pour réinvestir notre espace public pour visibiliser les luttes? Sur comment est-ce qu'on investit les espaces politiques, alors là, j'adorerais avoir la méthode clé, mais je crois qu'on fait très honnêtement que chercher. On fait que chercher. Moi, j'aime bien ne plus laisser d'endroits qui sont des recoins. On met la lumière partout. Ça embête beaucoup. Si nous, on est capable d'y aller et de dire, en fait, on vous voit là, donc c'est fini maintenant. Il y a un regard citoyen. Rien qu'un regard peut faire taire. Rien qu'un regard quand on fait une bêtise et qu'on s'imagine que personne nous voit, d'un coup, quand il y a des gens qui nous regardent, on se sent un peu plus con. Donc déjà, on le fait un peu moins. Donc la fin de l'impunité est très puissante. Je pense que le plus grand des soulèvements, la plus grande des révolutions, si on peut utiliser ce terme, elle est dans la réforme des institutions. Je pense que si justement on avait une assemblée nationale citoyenne sans parti politique et qu'elle prennent les décisions comme l'ont pris, alors c'était pas vraiment des décisions puisque c'était la Convention citoyenne pour le climat, mais si on faisait de cette façon-là en intelligence collective, on n'aurait pas abouti à la même chose, et je pense qu'on en a besoin justement urgemment pour demain. En rien, je ne crois qu'il y a quelque chose comme la solution, comme l'urgence absolue
par définition, parce que précisément ce qui nous a mené là où on en est, à mon sens, c'est une pensée unique. C'est la volonté de uniformiser en agriculture. C'est l'agriculture intensive, son principe, c'est de faire taire les dissidences d'autres espèces, c'est de faire taire la diversité. C'est d'imposer, parce que c'est plus simple, une espèce à un endroit, une semence à un endroit. Et puis parce que ça ne tient pas, parce que la nature n'est pas faite comme ça, alors ça appelle des pesticides, alors ça appelle des fongicides, alors ça appelle des OGM, alors ça appelle un contrôle technologique de... Bon, on peut en parler longtemps. Mais c'est justement l'uniformisation qui fait qu'on fait taire ce qui est beau en société, c'est son aspect tentaculaire. C'est son aspect qui, justement, il n'y a pas une institution qui organise la vie publique, mais c'est cette capacité à être comme une toile d'araignée qui nous lie et qui lie différentes formes de pouvoir. Même quand des institutions permettent le débat démocratique, permettent d'avoir des endroits comme la Convention citoyenne pour le climat, eh bien on voit que des lobbies, dont ce Total Energy, ont été tellement puissants qu'ils ont sapé les résultats de cette négociation-là, de cette délibération-là. Donc il y a vraiment une urgence pour moi de désarmer ces extrêmes puissants. Et Total Energy, j'en parle beaucoup parce que bon, c'est le sujet que je connais et sur lequel je travaille le plus. Il faut être capable de nommer les bons coupables. Et vraiment, ils n'ont pas fait que répondre à un besoin en rien. Ils ont créé une offre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient là assis sur une pouleuse d'or. Et quelque part, de leur point de vue très égoïste, ils ont raison de le faire. Le fait est que ça condamne le reste de l'humanité, donc peut-être qu'on pourrait décider que c'est plus possible, que l'impunité de ces géants-là est finie. On va terminer là-dessus, ça va vous permettre de détailler un peu. J'aurais voulu vous entendre pour terminer tout cet entretien sur ce que vous mettez derrière ce soulèvement écologique et en quoi finalement c'est la seule voie pour vous vers une écologie, vers une plus grande liberté. Et vous nous dites aussi, ce qui est plus urgent selon vous que de passer nos existences au crible du bilan carbone, c'est de révolutionner notre manière d'être au monde. Donc il y a aussi ce mouvement libératoire. Et donc est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour donner aussi envie d'aller acheter le livre en sortant de cette salle? On peut en savoir un peu plus sur cette émancipation écologique ou sur cette écologie émancipatrice que vous mettez au cœur de votre vie. Est-ce qu'on veut avoir la liberté de n'avoir aucune loi? Est-ce que la liberté, c'est de n'avoir aucune contrainte? Et donc, on manque d'eau. Les 2 tiers des nappes phréatiques sont en dessous des seuils alarmants. C'est une donnée, que ça nous plaise ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Il y a des limites planétaires, là on manque d'eau, c'est chiant, mais bon, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que notre liberté, c'est de n'avoir aucune contrainte, donc de ne rien décider? Ou est-ce que la liberté, c'est de dire, on choisit collectivement quelle est la solution qui va optimiser la liberté collective? Et donc peut-être que arroser des golfs va permettre la liberté d'une dizaine de personnes de pouvoir continuer leur loisir, mais que faisant cela, on va empêcher la liberté du reste du village d'avoir accès à de la nourriture parce que les agriculteurs n'auront plus assez d'eau pour arroser leur plantation. Bon bah, c'est vraiment aussi simple que ça, hein, parfois. Se poser la question derrière les termes de quelle liberté on parle. De la même manière, sur la question de la paix que je développe aussi, c'est de quelle paix on parle en fait. Donc voilà, je crois qu'en cela, le chemin écologique pour moi est le seul chemin vers la plus grande paix et la plus grande liberté aussi. Merci infiniment, merci Camille. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez pour revenir parler à nos alumni. Merci beaucoup.